Mon retour parmi nous la famille. Avez-vous déjà ressenti ce froid particulier? Non pas celui qui vient de l'hiver, mais celui qui naît au milieu d'une foule ou pire dans le silence assourdissant de votre propre salon un samedi soir. C'est pas simplement de l'ennui, c'est une sensation physique, une sorte de pression sur la poitrine comme si l'air était devenu plus rare. Vous regardez votre téléphone, il ne sonne pas. Vous regardez autour de vous et vous réalisez que personne ne vous attend. Personne ne sait vraiment ce que vous traversez. Ce vide, cette absence d'amis, c'est pas juste une circonstance sociale malheureuse. C'est un message. C'est votre biologie qui crie. C'est votre histoire qui remonte à la surface pour vous dire quelque chose que vous avez peut-être ignoré trop longtemps. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans ce mystère, non pas pour nous lamenter, mais pour comprendre comment transformer ce vide en une fondation solide pour une nouvelle vie. Il faut d'abord comprendre que l'être humain n'est pas fait pour être seul. C'est pas une phrase de carte postale, c'est une réalité neurologique. Quand Jacques Lacan parle de l'amputation de la niche sensorielle par l'isolement, il pèse ces mots. Imaginez un instant un astronaute qui perd sa combinaison dans l'espace. C'est exactement ce qui se passe pour notre psychisme. Quand nous manquons d'amis et de liens profonds, nous naissons inachevés. Contrairement au poulain qui se lève quelques minutes après la naissance et qui peut courir, le petit homme est d'une vulnérabilité absolue. Pour que notre cerveau se câble, pour que nos émotions s'organisent, nous avons besoin d'une enveloppe. Cette enveloppe, c'est l'autre. C'est le regard bienveillant. C'est la voix qui apaise, c'est la main qui se pose sur l'épaule. C'est ce que Jacques Lacan appelle la niche sensorielle. C'est un bain de sensations, de mots et d'affects qui nous permet de nous sentir exister. Or, quand vous n'avez pas d'amis, quand vous vivez, dans une solitude chronique, cette niche sensorielle se déchire. C'est comme une amputation invisible. Votre cerveau, qui est un organe social, ne reçoit plus sa nourriture. Il entre en famine. Vous ne le savez peut-être pas, mais la douleur de l'exclusion sociale active les mêmes zones dans votre cerveau que la douleur physique. Avoir mal à l'âme parce qu'on est seul, c'est biologiquement identique à avoir une jambe cassée. C'est pour cela que c'est si difficile à supporter. Ce manque d'amis révèle que votre environnement immédiat, votre écologie personnelle est devenue stérile sans l'autre pour nous stimuler, pour nous contredire, pour nous rassurer. Notre monde intérieur rétrécit. Nous tournons en rond dans nos propres angoisses. Le manque d'amis n'est pas un signe que vous êtes inintéressant ou mauvais. C'est le signe que votre niche sensorielle est appauvrie et que votre cerveau est en train de se mettre en mode survie. Coupons les émotions pour ne plus souffrir du manque. Mais allons plus loin. Si cette situation vous touche aujourd'hui, si vous avez du mal à tisser des liens, ce n'est pas un hasard. Cela nous renvoie à la mémoire biologique des attachements archaïques. Tout se joue, ou du moins tout s'initie bien avant que nous sachions parler. Notre manière d'aller vers l'autre à l'âge adulte est souvent l'écho lointain de la manière dont on nous a accueillis quand nous étions petits. C'est ce que l'on nomme le style d'attachement. Imaginez votre esprit comme un tricot. Les premières mailles ont été montées par ceux qui se sont occupés de vous. Si ces premières interactions ont été sécurisantes, chaleureuses, prévisibles, vous avez appris sans même le savoir que l'autre est une source de plaisir et de sécurité, vous allez vers les amis naturellement parce que votre biologie s'attend à être bien reçue en revanche. Et c'est là que le manque d'amis devient révélateur si vos premiers liens ont été marqués par l'insécurité, l'indifférence ou la peur, votre cerveau a enregistré une autre équation. Il a appris que l'autre est dangereux ou imprévisible ou décevant. Cette mémoire n'est pas dans vos souvenirs conscients, elle est dans votre corps, dans vos réflexes. Adulte, vous pouvez désirer des amis, vous pouvez vouloir être entouré, mais votre mémoire biologique freine des quatre fers. Vous vous isolez pour vous protéger. Vous anticipez le rejet avant même qu'il n'arrive. Vous restez en retrait. Vous ne vous dévoilez pas et par conséquent les liens ne se créent pas. Ce manque d'amis actuel est souvent la réplique sismique d'un tremblement de terre émotionnel qui a eu lieu il y a très longtemps. C'est fascinant, n'est-ce pas, de réaliser que notre solitude d'aujourd'hui n'est pas une fatalité, mais une histoire inscrite dans notre corps. Mais attention, comprendre cela ne veut pas dire que tout est fini. Au contraire, c'est le début de la libération. Si c'est une mémoire, on peut la travailler. Si c'est un apprentissage, on peut désapprendre. Le cerveau reste plastique toute la vie. Mais pour le remodeler, il faut d'abord accepter de regarder cette vérité en face. Mon isolement n'est pas juste un manque de chance, c'est une stratégie de protection qui a survécu à son utilité.
C'est une forteresse que j'ai bâtie pour protéger un enfant qui n'existe plus. Et c'est là que le travail devient intéressant. C'est là que nous pouvons commencer à parler de ce vide, non pas comme d'un gouffre, mais comme d'un espace prêt à être meublé. La suite de ce voyage va nous demander du courage. Il va falloir oser regarder comment cette insécurité a façonné votre comportement et surtout comment l'autre, cet étranger qui fait parfois peur, est en réalité le seul médicament capable de nous guérir. Nous allons voir comment transformer ce cercle vicieux en une spirale vertueuse. Restez avec moi. Car ce que nous allons découvrir maintenant touche au cœur même de notre capacité à renaître. Continuons cette exploration intérieure car comprendre est la première étape pour guérir. Nous avons vu que votre solitude actuelle peut être l'écho d'une mélodie ancienne, une partition écrite dans votre enfance. Cela nous amène directement à ce troisième point crucial. L'absence d'amis comme le reflet d'une insécurité affective précoce. C'est douloureux à admettre, mais c'est aussi incroyablement libérateur. Souvent, les gens qui manquent d'amis se disent qu'ils sont ennuyeux, qu'ils sont pas assez drôles, pas assez riches, pas assez brillants. C'est faux. Le problème n'est pas votre valeur. Le problème est votre système d'alarme interne. Quand on a grandi dans une insécurité affective, le lien à l'autre est perçu par notre cerveau reptilien comme une menace potentielle. L'intimité devient un danger. C'est un paradoxe tragique. Une partie de vous hurle de solitude. Elle désire ardemment être comprise, être tenue, être aimée. Mais une autre partie de vous, plus ancienne, plus souterraine, verrouille toutes les portes à double tour dès que quelqu'un s'approche un peu trop près. Vous devenez ce que Jacques Lacan appelle un évitant. Pour ne pas risquer d'être abandonné, vous prenez les devants. Vous vous abandonnez vous-même en vous retirant du monde. Vous préférez la certitude glacée de la solitude à l'incertitude brûlante de la relation. Vous sabotez inconsciemment les opportunités d'amitié. Vous ne répondez pas aux messages. Vous trouvez des défauts imaginaires aux gens qui vous tendent la main. Vous restez en surface pour ne pas donner prise. C'est une stratégie de survie qui était peut-être nécessaire quand vous étiez petit. Pour ne pas souffrir de l'absence ou de la négligence de vos figures d'attachement. Mais aujourd'hui, cette armure est devenue votre prison. Elle vous étouffe. Comprendre cela, c'est arrêter de se culpabiliser. Vous n'êtes pas coupable de votre solitude. Vous êtes le gardien trop zélé d'une forteresse qui n'a plus lieu d'être. Et c'est ici que la lumière entre eux, c'est ici que nous abordons le concept magnifique du tuteur de résilience. Si nous sommes blessés par la relation, nous ne pouvons guérir que par la relation. C'est une loi absolue. On ne se résilie pas tout seul dans son coin. On recoupait à son âme avec des livres de développement personnel lus en solitaire ou des vidéos regardées dans le noir. Il faut une rencontre. Le tuteur de résilience, c'est cette personne, parfois ce groupe, parfois même une activité passionnée qui vous relie aux autres, qui va vous permettre de reprendre le tricot de votre vie là où la maille a sauté. Ce rôle vital de l'autre est indispensable. Imaginez que vous êtes tombé dans une crevasse, vous pouvez avoir toute la volonté du monde, tous les muscles du monde. Si personne vous lance une corde, vous ne sortirez pas. L'ami, le vrai ou même une simple connaissance bienveillante au début, c'est cette corde. Le tuteur de résilience n'est pas forcément un psychologue. C'est parfois un professeur de sport qui croit en vous, un voisin qui vous sourit tous les jours, un collègue qui vous demande votre avis avec sincérité. C'est quelqu'un qui par son regard vous donne la permission d'exister. Il modifie votre image de vous-même. Dans ses yeux, vous n'êtes plus ce petit enfant insécure ou cet adulte solitaire. Vous devenez quelqu'un d'intéressant, quelqu'un qui a de la valeur. Et miraculeusement, parce que quelqu'un d'autre vous accorde de la valeur, vous commencez à vous en accorder à vous-même. C'est un processus chimique presque magique. Nous touchons là à la sculpture neuronale du cerveau par l'interaction sociale. C'est fascinant de voir à l'imagerie médicale comment un cerveau isolé s'éteint doucement. Comme une ville dont on couperait l'électricité quartier par quartier. Les zones de l'empathie, du langage, de la régulation émotionnelle s'atrophient. Mais dès que vous remettez du lien, dès que vous osez échanger un regard, une parole, un rire, la ville se rallume, les neurones repoussent. C'est littéral. L'amitié n'est pas un luxe, c'est un engrais pour votre cerveau. Chaque interaction positive libère de l'ocytocine, de la dopamine, des endorphines. Ce sont des hormones qui réparent, qui apaisent l'inflammation causée par le stress de la solitude. Alors, comment trouver ce tuteur?
Comment réactiver cette sculpture neuronale? Il ne s'agit pas de chercher à tout prix un meilleur ami immédiatement, c'est trop de pression. Il s'agit de chercher des micro-connexions. Il s'agit de s'exposer petit à petit à la chaleur humaine comme on s'expose au soleil après un long hiver sans se brûler. C'est accepter que l'autre est la clé de notre propre maison intérieure. Nous avons besoin d'un témoin de notre vie. Sans témoin, nos joies sont fades et nos peines sont écrasantes. Avec un témoin, la joie est multipliée et la peine est divisée. C'est mathématique, c'est biologique, c'est humain. Nous arrivons maintenant à un tournant. Vous avez compris le mécanisme de votre isolement. Vous avez entrevu la possibilité d'une aide extérieure, mais il reste une étape peut-être la plus cruciale, la plus créative, celle qui va transformer votre souffrance en une force, votre silence en une parole. Car pour que le lien tienne, pour que l'amitié dure, il faut savoir qui l'on est et il faut savoir raconter son histoire. C'est ce que nous allons voir ensemble dans la dernière partie de notre voyage. Préparez-vous car nous allons apprendre à transformer le plomb de votre solitude en l'or de la relation. Nous voici arrivés au sommet de notre ascension face à ce dernier concept qui est peut-être le plus beau de tous. La mise en récit comme seul moyen de combler le vide. Si le silence vous a rendu malade, la parole va vous guérir. Mais attention, pas n'importe quelle parole, pas le bavardage superficiel qui ne sert qu'à masquer le bruit du vide. Je parle de la parole qui donne du sens. L'être humain a cette capacité unique de pouvoir souffrir deux fois. Il souffre du coup réel qu'il reçoit la solitude, l'abandon et il souffre de la représentation qu'il se fait de ce coup. Si vous vous racontez que vous êtes seul parce que vous êtes nul, cette représentation va vous détruire bien plus sûrement que la solitude elle-même. C'est là que le récit intervient. Nous ne sommes pas seulement des êtres de chair et de sang. Nous sommes des êtres de récit. Nous sommes faits d'histoire. Pour sortir de l'isolement, il faut commencer à raconter une nouvelle histoire. Il faut transformer le fracas de votre silence en une épopée de résilience. Ce vide que vous ressentez, ce manque d'amis, ne doit plus être une honte cachée sous le tapis. Il doit devenir la matière première de votre reconstruction. Quand vous parvenez à mettre des mots sur votre ressenti, quand vous osez dire à quelqu'un ou même écrire pour vous-même « je me sens seul et c'est difficile », vous faites quelque chose d'extraordinaire. Vous sortez de la soumission. Vous n'êtes plus une victime passive de votre isolement. Vous en devenez le narrateur. Vous mettez le mal à distance. L'objet, une fois nommé, perd de son pouvoir terrifiant. Le monstre sous le lit disparaît dès qu'on allume la lumière et qu'on le décrit. C'est ici que l'alchimie opère. En cherchant à combler ce vide par le sens, vous allez naturellement vous tourner vers les autres, non plus comme un mendiant qui de l'attention, mais comme un explorateur qui partage une découverte. Souvent les gens les plus résilients, ceux qui ont les amitiés les plus solides sont ceux qui ont traversé de grands déserts. Ils savent la valeur de l'eau. Ils savent écouter. Votre souffrance d'aujourd'hui, votre sensibilité exacerbée par la solitude peut devenir votre plus grand atout relationnel demain. Vous êtes capable de comprendre la douleur des autres parce que vous l'avez habitée. En vous tournant vers l'autre pour l'aider, pour l'écouter, vous guérissez vous-même. C'est ce que Jacques Lacan appelle l'altruisme défensif. C'est une stratégie magnifique. Je m'occupe de toi pour ne pas m'effondrer et en m'occupant de toi, je tisse le lien qui nous sauve tous les deux. Ne croyez jamais que votre sol est scellé. La neuroplasticité nous prouve chaque jour que rien n'est joué avant la fin de la partie. Vous pouvez avoir passé 10 ans dans le noir. Il suffit d'une rencontre, d'un projet, d'un changement de récit pour que la lumière revienne. Votre cerveau attend ce signal. Il est prêt. Il espère. Ce manque d'amis n'est pas une condamnation à perpétuité. C'est un appel à l'action. C'est la vie qui vous demande de bouger, de changer de stratégie, de sortir de votre coquille. Même si c'est effrayant, la peur est normale, mais elle ne doit pas être le capitaine de votre navire. Le capitaine, c'est votre désir de vivre, votre désir de lien. Alors, que allez-vous faire de ce vide? Allez-vous le laisser se creuser encore ou allez-vous commencer à y bâtir des ponts? Allez-vous rester dans le silence ou allez-vous oser votre première phrase, votre premier sourire maladroit, votre première tentative de connexion? Rappelez-vous, chaque grand arbre a commencé par une graine enfouie dans le noir de la terre. Vous êtes dans le noir, oui, mais peut-être est-ce que vous êtes en train de germer? N'ayez pas peur du temps que cela prendra. La résilience est un tricot qui se fait maille après maille. Si vous en ratez une, vous recommencez.
L'important est de ne jamais poser les aiguilles. Vous faites partie d'une immense famille humaine qui cherche, qui tombe et qui se relève. Vous n'êtes pas seul dans votre solitude. Nous sommes des millions à chercher ce lien. Si ces mots ont résonné en vous, s'ils ont fait vibrer cette petite corde sensible qui demande à être entendue, ne laissez pas ce moment s'évaporer. C'est le début de votre nouveau récit. Rejoignez-nous dans cette quête de sens. Abonnez-vous à cette chaîne. Activez cette cloche non pas pour consommer du contenu, mais pour faire partie d'une communauté qui a décidé de comprendre pour ne plus subir. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous sommes une ISS sensorielle géante capable de réparer les blessures les plus anciennes. Laissez un commentaire, partagez votre histoire. Osez ce premier geste vers l'autre ici et maintenant. Votre nouvelle vie commence au moment précis où vous décidez de ne plus la subir. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de vos liens. À très bientôt.